Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Et vous le savez, l'information de cette semaine, ou le temps fort de cette semaine, évidemment, ce sont les mesures prises par le chef de l'État. Par rapport au Covid, on doit lutter contre cette deuxième vague de cette pandémie. Alors, mesdames et messieurs, c'est dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir le porte-parole du parti Autre Vision du Congo, le parti cher à Didier Boudimbo, et avec lui, nous allons décortiquer, comme je l'ai dit toujours, les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec nous, Roby Keng. Merci beaucoup, madame. Merci. Autre Vision du Congo, 2 ans après l'accession du chef de l'État à l'indépendance, vous pensez que cette vision a changé, s'est améliorée ou ça a dégringolé, selon vous? Non, je pense que nous sommes... il est très tôt pour établir le bilan, parce que nous sommes encore en train de travailler et que donc les choses peuvent Mi-mandat, s'avérer. même aux États-Unis, il y a le mi-mandat. Donc vous êtes presque au mi-mandat. Hein, Bon, deux ans et demi. heureusement que nous ne sommes pas encore arrivés au mi-mandat, donc nous Pas sommes en train encore, de c'est travailler. 2 ans et demi, au mois Je de crois juin, que, peut-être. je crois que le bilan de ces 2 ans a été dressé par le chef de l'État, qui regrette que tous ces efforts n'ont pas été respectés et les efforts n'ont pas abouti, et que donc il est en train de pouvoir faire un grand travail maintenant pour que ces efforts soient effectivement appliqués. Donc je crois qu'il avait déjà dressé le bilan, je ne peux pas revenir sur le bilan qu'il avait déjà lui-même dressé. Pendant les 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de propositions et beaucoup de projets qui ont été mis en place, mais qui n'ont pas été exécutés convenablement selon sa volonté et comme il le voulait. Donc c'est comme ça. Ce C'est qui va déboucher. la faute au FCC, comme d'habitude. Madame, dire que la c'est la faute au FCC comme d'habitude, c'est comme si on est en train de faire des supputations, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Je peux vous le démontrer noir sur blanc que... Donnez-moi un exemple, par exemple. Madame, vous savez qu'au Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des ordres pour qu'on paye à la régie des eaux de moyens pour leur permettre d'acheter des produits et mettre dans leurs intrants pour mettre dans l'eau et permettre aux Congolais d'avoir de l'eau pure. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été payé? Madame, il y a ce qu'on appelle les exonérations. Le conseil des ministres a décidé à ce que toutes les exonérations qui ne répondent pas à la loi, parce que quand vous lisez la Constitution, je crois l'article 174 vous dit que les exonérations relèvent de la loi, tout simplement. Pour que vous puissiez bénéficier des exonérations, il faut que la loi puisse prévoir ces exonérations. Et donc, il y a des exonérations qui ont été accordées pas sur base de la loi. Et c'est qu'on a qualifié de partenariats stratégiques avec les cimentiers. Le Conseil des ministres a décidé à ce que les exonérations qui ne relèvent pas de la loi soient annulées. Et pourquoi le ministre des Finances ne le fait pas? Pourquoi le plan stratégique? Pourquoi il continue à garder le programme stratégique? Pourquoi il garde ça? Pourquoi vous ne le sanctionnez pas? Est-ce que c'est impossible à penser que le Premier ministre puisse sanctionner ce ministre qui désobéit? Maintenant, vous allez dans la sanction, vous avez demandé qu'est-ce qui bloquait, madame. Je viens de vous démontrer que le Conseil des ministres avait décidé ça, et ça n'a jamais été appliqué par le ministre des Finances. Ce n'est pas un blocage, parce que l'IGF vous dit que les exonérations font perdre à l'État 5 milliards de dollars. Vous avez tous ces éléments. Et donc, voilà. Madame, pourquoi vous ne le sanctionnez pas? C'est vrai. Pourquoi vous le sanctionnez pas? Vous êtes maintenant au niveau de la sanction. Okay. Parce que quand nous disons que le FCC bloque, les gens n'acceptent pas. Okay. Je viens de vous démontrer que le Conseil des ministres a pris des décisions importantes pour l'avenir du pays. Et le ministre des Finances a bloqué pour les appliquer. Il a bloqué pour les appliquer. Et donc là, quand on dit qu'il bloque, les gens pensent que nous sommes en train de faire des supputations. Nous sommes en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Les décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres avait demandé à ce que le Premier ministre organise la prestation de serment des 2 juges. Est-ce que le Premier ministre l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? C'est ça le blocage. Pourquoi il ne l'a pas fait? Le chef de l'État veut avoir une justice indépendante. Aujourd'hui, tout le monde parce que vous savez, madame, je voudrais dire quelque chose. La justice ne tire pas sa légitimité dans les élections. La justice tire sa légitimité dans la confiance que le peuple place dans cette justice. Aujourd'hui, la plupart des hommes politiques, madame Janine Mabunda est partie et l'honorable Pouela a saisi le Conseil d'État contre Mme Mabunda. Et la justice l'a débouté. Exactement. Alors que tout le monde attendait à ce que la justice puisse donner raison à Fabrice Pouela. Donc aujourd'hui, tout le monde a aidé dans la joie, a confiance à la justice. C'est le travail qui a été fait par le chef de l'État. Et quand il vous dit, je vais aller très loin dans ça, la Cour constitutionnelle, il y a eu même un ministre, un cadre du FCC qui a dit qu'ils ont 5 juges à la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'on veut mettre des juges indépendants, ils bloquent la situation. Et on vous dit qu'ils sont en train de bloquer, ils disent non, vous êtes en train de pleurer pour dire, voilà, ils bloquent. Mais voilà une raison. Merci beaucoup. Lambert Mende a dit qu'il y avait 5. Il n'a jamais contesté cet audio. Il avait reconnu l'audio, par contre. Ok, donc
Cette fois-ci, avec l'Union Sacrée, nous allons parler tout à l'heure. J'espère que les choses iront très très bien parce qu'il n'y aura plus le FCC qui va bloquer et il n'y aura plus de justificatif. Nous allons parler tout à l'heure. Mais nous allons prendre le tout premier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler d'abord de la Covid. La Covid, les dispositions prises contre cette deuxième vague, eh ben, ça soulève, comme vous le savez, beaucoup d'interrogations sur les chefs des Quinois. C'est surtout une seule mesure qui énerve, entre guillemets, c'est cette mesure de couvre-feu. Nous allons en parler tout à l'heure. Et nous allons prendre aussi un autre sujet. Des fois, on ne met pas l'accent sur ça. Mais c'est ce qui se passe après la pluie à Kinshasa, surtout dans la commune de la Gombe. C'est vrai que c'est partout ailleurs, mais la commune de la Gombe, c'est un peu comme le miroir de Kinshasa. Et quand le miroir est brisé, ça donne un très mauvais reflet. Parce que ce qui se passe après les pluies dans la commune de la Gombe, sur le boulevard du 30 juin, le boulevard qui porte la date de notre indépendance, de l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est incroyable, c'est impensable, c'est inimaginable. C'est vrai que beaucoup diront ça se fait ailleurs, mais ce n'est pas une inondation, ce n'est pas un cyclone, c'est une pluie ordinaire. Et à chaque fois, après une pluie ordinaire, il y a de tels dégâts, c'est à se poser de questions. Premier élément, mesdames et messieurs. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19, tenue ce mardi 15 décembre 2020, sous la présidence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour, à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on. Ces termes ne trouvent pas sa raison d'être à Kinshasa. L'on se croirait face à une rivière. Comme nous le démontrent ces images, nous sommes sur l'avenue des Huileries, croisement Kabambaré. L'eau stagnante, nid des poules, inondations, embouteillage, c'est ce qui caractérise cette artère. La population déplore cet état de choses. Cette dernière crie à l'incompétence du bourgmestre de cette municipalité. La terrasse est bouchée. Donc à chaque fois, ce qui me boule bêtis, c'est là où ils ont raté. Donc vraiment moyen zaté. Bisope il fallait donc kende ti na barumbu mais moyen ko les zaté pour nzele za okangam. La deuxième année en goyo, trachona est bouché. Donc attends la sur zaté dans la cana bon mai tambola place. Mais ce conséquence c'est plus mieux parce que moule bêtis makasi, nous mon salis ko dégâts. Donc, nous avons nzela maï zaté. Donc, maï zana nzela té. Nous avons bouché. Donc, on a sort un embouteillage. Nous avons un bon marché. Donc, mituka est zaté. Bon, tu éviter, est-ce que Bougoumestre et la commune de Kinshasa, est-ce qu'ils ont travaillé? Donc, apparemment, nous avons essayé de l'oroté pour les 0 mètres dans la commune. La population s'interroge par ailleurs sur la façon de s'y prendre pendant ce moment de couvre-feu. Monika y est suffisant pour vivre dans des conditions modèles, c'est déplorable. Na ba maladie eza na mboko franchement donc comme penda problème et puis désolant
toyebi te soki bato oyo bazodirige mboka bazomona to bamona te. Imagine un peu sikoyo ntango ndenge bazoloba sikoyo ke non bazolinga batia couvre-feu bato moye bazonga nanu ndako eza te okangami awa 19h olekisi ngonga okomi à 21h moya kati ya liziba betesa eza te parce que il faut ozonga ndako. Un appel lancé ainsi aux autorités compétentes afin de procéder à la réhabilitation de plusieurs artères de la capitale congolaise en vue de revêtir sa plus belle robe comme jadis. Roby Kayenga, parmi les 13 mesures prises par le comité multisectoriel de lutte contre la Covid, j'en ai retiré 2 qui par rapport à l'éducation. Rentrée, date pas connue pour l'enseignement supérieur et vacances pour les humanités. Là, je lance un appel de pied à Didier Boudimbo, qui est vice-ministre de l'EPST. EPST. Voilà, j'aimerais bien Didier Boudimbo. Qu'est-ce qui va se passer avec l'éducation? Parce que je sais que la Covid est là. Mais doit-on sacrifier l'éducation des enfants par rapport à cette maladie? Est-ce qu'il n'y a pas de mesures palliatives pour contrer cette maladie? En Occident, c'est vrai, ils font des cours par correspondance, des cours par Internet et tout ça. Ils essayent quand même de pallier à ça. Mais chez nous, j'ai l'impression que c'est la mort maintenant. On ne sait pas, les étudiants ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rentrer, les élèves ont pris leurs vacances depuis hier, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous ne tuons pas nos enfants aussi? Non, madame, si nous abordons cette question de cette façon-là, on laissera croire que l'État est méchant et que donc l'État fait des choses sciemment. Nous sommes face à une guerre. À une guerre, nous sommes pendant une guerre, nous sommes pendant une période exceptionnelle. Et donc, c'est ce qu'on appelle cas de force majeure. Donc on ne peut pas faire autrement. Soit on sacrifie la vie de nos enfants et ils vont attraper la maladie et ils vont mourir, soit on les sauve. Et peu importe ce que l'année scolaire sera ou deviendra demain, madame. Donc on ne peut pas dire, donner plus d'importance aux études et négliger la vie humaine. La Constitution vous dit que la vie humaine est sacrée. Et donc les autorités compétentes ont une seule obligation de préserver la vie des enfants. Et donc ce n'est pas par plaisir qu'on leur demande de rester à la maison. Vous êtes parents, je le suis aussi. Vous avez des enfants. Est-ce que c'est par plaisir qu'on demande aux enfants de rester à la maison? Donc c'est ça en fait le problème. Nous devons expliquer à nos enfants qu'il y a une menace qui est réelle. Il y a une maladie qui est réelle. Je me demande si vous, en tant que parents, on vous dit que là il y a la maladie, vous devez demander à vos enfants de partir. C'est pas responsable. C'est vrai. Vous avez raison. L'État dit que la vie est sacrée. Ok, mais nous ne sommes pas, permettez, c'est pas que je dénigre les animaux, mais nous sommes des animaux pensants, comme on dit. Donc, on ne peut pas rester là comme des animaux, on ne rien faire à tourner en rond. Il faut des mesures palliatives, c'est là où je mets l'accent, Roby Kayenga, des mesures palliatives. Bon, les enfants ne peuvent pas rester 6 mois à ne rien faire. Madame, qu'est-ce que l'État compte faire par rapport à ça? Tout à fait d'accord avec vous. Mais vous savez que nous avons un problème d'Internet ici chez nous. On a un problème de courant. Est-ce que doit-on aujourd'hui procéder? Il y a eu quelques efforts qui ont été fournis. Là, vous n'en parlez pas. Quand il y a eu la première vague, il y a eu des enseignements qui se donnaient à la télévision nationale. Il y a eu quand même quelques efforts qui ont été fournis. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que dans les fonds du village, dans les parties reculées, même ici à Kinshasa, il y a des endroits où il n'y a pas de courant, où les gens ne savent même pas accéder à l'Internet. Donc ça sera toujours insuffisant. Et là, vous n'allez pas inventer ça aujourd'hui, pendant la période de crise. Ce n'est pas pendant la guerre que les parents deviennent des professeurs, peut-être. Hein. C'est ça, peut-être, mesure palliative. Vous savez, nous devenons des pédagogues, nous tous. Hein. Exactement. Vous savez, nous qui avons vécu à l'intérieur, les missionnaires qui venaient, ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école maternelle. Ils les enseignaient à la maison eux-mêmes. Donc, vous pouvez enseigner votre enfant 1 jusqu'à 10, 1 jusqu'à 20, alphabet de A jusqu'à 26. Donc, vous pouvez apprendre à vos enfants. Ça, c'est pour l'école primaire. Et moi qui étais nul en maths, je ne peux pas enseigner les maths à mon fils. Je suis nul en maths. Bien sûr que oui, mais vous pouvez l'occuper avec des ouvrages. Avec des ouvrages et autres choses. Donc, vous pouvez l'équiper. C'est maintenant aux parents surtout vous ne manquez pas l'Internet, madame. Ça, c'est sûr. Voilà, donc, vous ne pouvez pas poser le problème. Non, moi, j'ai plus de mineurs à la maison de toutes les façons. Donc, aux gens qui ont des mineurs... pour ta fille qui a terminé ses études. Merci à Elle Jadofoli, licenciée en communication sociale. Félicitations. Je fais du bon boulot quand même. Tu as influencé ce choix, ça je suis sûr. Donc, mais c'est ça. Mais maintenant, l'état de route.
à Kinshasa, Roby Kaïnga. C'est vrai qu'on va dire la responsabilité, c'est vrai, je prends un peu votre formule, c'est la faute du FCC, hein, c'est Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, donc tout ce qu'on voit maintenant, c'est la résultante des 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila. Mais vous avez fait 2 ans. En 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de juguler un peu ce qui se passe après chaque pluie ici à Kinshasa? Vous avez vu l'avenue des Huileries, c'est même pire au boulevard. Est-ce que vous avez déjà des plans pour essayer de juguler un peu cette histoire? Madame, quand vous dites que vous prenez un peu notre part, je vous le disais peut-être en blaguant, mais aussi ce que les Congolais disent, que le cache ou les chefs de l'État se cachent derrière le FCC. Madame, on ne peut pas construire les routes comme ou urbaniser une ville de Kinshasa pendant 2 ans. Impossible. Le problème est profond, est réel, il est profond. Il est profond. L'autre fois dans votre émission, je vous avais dit, moi, si on me demande d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, je vais réfléchir par 2 fois. Donc, c'est pas facile. Donc, quand vous dites que je vais devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, vous devez avoir un plan. Vous devez savoir ce que vous devez faire pour élever cette province. Il n'y a pas de route. Et ça, le peuple congolais doit le comprendre. Et nous devons leur expliquer que c'est Kabila qui a laissé ça. Donc, on ne peut pas le dire autrement. Mais pendant la campagne, c'est vrai. Je vous interromps carrément. Pendant la campagne, il y a toujours un projet. Vous avez quelque chose à proposer pendant la campagne. J'aimerais bien savoir si l'autre vision du Congo avait... Qu'est-ce que vous avez proposé pendant la campagne par rapport à la ville de Kinshasa? Madame, qu'est-ce que vous avez proposé? Il y a des routes que je qualifie des routes secondaires. Ok. Ce sont ces routes qu'il faut exploiter. D'abord, pour laisser les grandes artères. Il y a des projets de routes qui devaient quitter de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. Ce sont des routes qu'il faut le faire. Il y a la route Sekomaf qui passe par Kimwenza, qui débouche vers Cité Verte Pumbu. Ce sont des routes qu'il faut. Il y a la route que le chef de l'État était allé visiter les travaux Elengesa qui débouche vers... Ce sont des routes qu'il faut... Il faut ignorer un peu ces routes-là. Et puis, pour arriver à faire un travail sérieux ici, il faut désengorger la ville de Kinshasa. Exactement. Il faut désengorger la ville de Kinshasa. Il faut ramener les institutions ailleurs que la ville. Et il me semble qu'il y a des gens qui ont construit sur des caniveaux qui débouchaient vers le fleuve. Ça, je l'ai dit, ce sont des choses que nous apprenons. Et donc, il faut qu'on revoie tous ces caniveaux pour leur permettre l'évacuation des eaux. Parce que ce qui se passe actuellement, madame, c'est inexplicable. La ville risque de disparaître. Non, mais ça, c'est inexplicable. Et il n'y a pas d'endroit où il y a une inondation à Kinshasa. Il n'y en a pas. Si à la Gombe, c'est comme ça, mais sachez qu'à dans d'autres communes, c'est la mort. Ici, il n'y a pas la mort, mais là-bas, c'est la mort. Quand vous allez à Mongafula et partout, c'est des éboulements et qui amènent des vies humaines en terre. Et les gens arrivent à mourir, à perdre la vie pour ça. Donc, j'estime qu'un travail sérieux doit être fait. Et ce travail ne peut se faire que lorsqu'on arrive à désengorger la vie de Kinshasa. Merci, Roby. Vous m'avez donné vraiment quelque chose à mettre sous la dent. Les routes secondaires, ça a toujours été mes propos aussi. Mais pourquoi vous avez permis qu'on fasse des sauts de mouton qui a vraiment généré des milliers de dollars, mais les effets se font attendre. Parce que si, dans votre programme, vous pensez que les routes secondaires étaient primordiales, pourquoi avoir donné la priorité à ces fameux sauts de mouton? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on n'a jamais inauguré. C'est vrai que j'ai vu Sélé Yalagouli et les autres ministres disent que d'ici le 25 ou d'ici la fin de l'année, on va mettre tout ça, ça va être opérationnel. 2 ans. Et pourtant, on avait promis ça pendant les 100 jours. Mais pourquoi vous êtes battu pour ça? Moi, j'appelle ça des éléphants blancs. Mais madame, on ne va pas revenir sur le procès. Revenons sur le procès de 100 jours. Parce on peut toujours revenir pour expliquer. Il y a un procès. Toujours. Les responsabilités ont été établies par la justice. Il y a eu des gens qui ont voulu saper le travail du chef de l'État, ainsi que cette histoire de saut de mouton. Il y a des gens qui ont voulu jeter un discrédit sur ça. Madame, je crois que la circulation aussi à l'interne est importante. Et comment nous circulons dans ce pays? Vous voyez, et au niveau, par exemple, de Pascal, vous ne trouvez pas que c'était important qu'on ait une façon de circuler à cet endroit? Parce que s'il n'y a pas de saut de mouton, il y aura toujours des embouteillages. Vous irez à l'aéroport en retard. Vous arrivez toujours à l'aéroport en retard. Il fallait trouver quand même la manière de rendre une certaine façon pour rendre fluide la circulation. Et c'est quoi que les sauts de mouton étaient un palliatif par rapport à la circulation qui est parfois bloquée par des embouteillages. Donc on a suffisamment des embouteillages, il fallait trouver des solutions. Je crois que c'était dans la voie de trouver une solution. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui,
on va arriver à les inaugurer et ça pourra servir quand même à quelque chose. Mais les sauts de certains moutons, disent, c'est vrai que vous êtes dans le pouvoir, donc peut-être pas proche des secrets des dieux, mais j'aimerais bien savoir. On dit déjà que celui de pompage, il y a des fissures, ça va pas, on doit fermer, c'était pas bien construit. bon, j'ai suivi le directeur général de l'OVD sur Top Congo. Il a dit que ce ne sont pas des fissures. Ce ne sont pas des fissures. Ce ne sont pas des fissures. Okay. Il dit tous les travaux, même vous j'ai déjà été, vous avez construit chez vous, madame. Il y a toujours des petits aménagements qu'il faut faire. Hein. Quand vous avez construit, il y a toujours quelque part où l'œuvre humaine est perfectible par essence. Donc, c'est pas parce qu'on a fait un travail qu'il ne peut pas y avoir quelques petites erreurs, quelques améliorations qu'on peut faire. Mais je l'ai suivi, le directeur général a dit qu'il n'y avait pas de fissures. Il a demandé même à Top Congo de faire la descente, d'aller voir. Il n'y a pas de fissures. Il n'y a pas de fissures. Donc, mesdames et messieurs, c'est vrai, il faut toujours donner les pires pour avoir le mieux. Donc, il n'y a pas de fissures et ça va aller. On va inaugurer ces sauts de moutons d'ici quelques jours. Nous allons prendre un autre sujet brûlant, c'est le couvre-feu. C'est pour cela, d'ailleurs, j'enregistre cette émission, je ne fais pas le direct parce que, désolé, couvre-feu de 21h à 5h du matin. Et beaucoup disent que ce n'est pas possible vu la réalité du Congo, vu la réalité de Kinshasa. C'est quasiment impossible parce qu'on va en parler tout à l'heure. Beaucoup de Kinois que j'ai rencontrés ce matin ont passé la nuit dans la rue, dans les stations-service, sous les sauts de moutons parce que 21h est Koutaï Bonandi là. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Donc, on va en parler avec... j'avais dit Didier Bundibou, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai son nom dans la bouche comme ça. Avec Roby Kayenga, qui est porte-parole de l'autre vision du Congo. Je ne sais pas si vraiment cette vision-là, on l'a par rapport à Kinshasa. Parce que les gens disent que c'est du copier-coller. Que ce qui se passe ailleurs, on les copie sans tenir compte de la réalité de Kinshasa. Nous en parlons tout à l'heure. À la veille du couvre-feu, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a réuni ses hommes pour des instructions claires, ce pour éviter des dérapages de ces éléments en cette période festive. Le couvre-feu commence le 18 décembre à partir de 21h. Alors nous avons donné des consignes particulières aux policiers, aux commandants de la police, pour que le contrôle soit efficace, qu'on soit ferme, mais qu'on soit courtois. En cette période du couvre-feu, une catégorie de personnes est autorisée à circuler au-delà de 21h. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badge. D'exception, par exemple, les cas de santé, quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital, quelqu'un qui veut voir dans une pharmacie acheter un médicament, les pharmacies seront ouvertes. Les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo, les véhicules vont entrer à partir de 21h. Les véhicules remorques et semi-remorques. Les voyageurs qui viennent de l'étranger ou de l'intérieur du pays, les billets d'embarquement, le pays va servir pour passer aux barrières, les passagers, l'accompagnateur ainsi que le chauffeur. Les commandants étaient instruits pour ça. Les véhicules d'équipage de certaines compagnies aériennes et aussi sont autorisés deux véhicules par compagnie. Les ambulances sont autorisées à circuler sans problème. Les églises sont autorisées, mais quand on parle de l'église, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Quand c'est à l'extérieur, maintenant c'est devenu des rassemblements, des attroupements. Les attroupements sont interdits. Le général Silvano Kassongo va insister sur le respect de gestes barrières contre la Covid-19. Les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Le port obligatoire et correct du masque, si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyenne de quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis à garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. Rappelons que le couvre-feu instauré en cette fin d'année est l'une des mesures prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Tout en saluant la réaction des autorités par rapport à la deuxième vague de la Covid-19, la voix des sans-voix émet tout de même des inquiétudes quant à la violation des droits de l'homme. Au regard des nombreux dérapages enregistrés dans le chef de certains éléments de la police nationale congolaise et d'autres services de sécurité en termes de violation des droits humains dans le cadre de précédentes mesures prises avec l'état d'urgence sanitaire décrété au mois de mars 2020 par le président de la République, notamment les interpellations, intimidations et arrestations arbitraires des personnes, les atteintes aux propriétés privées et la mort d'hommes par balle
sous prétexte de faire observer les mesures barrières, la voix de sans-voix pour les droits de l'homme demande aux autorités congolaises et au président de la République en particulier de ne tolérer aucune violation des droits de l'homme en lien avec ces mesures salutaires de lutte contre la propagation de la Covid-19. S'agissant du couvre-feu qui débute ce vendredi, la voix des sans-voix demande aux autorités de reculer son début à 23h. 21h, nous pensons que c'est très tôt. C'est très tôt dans un pays où les transports est très difficile. Et je crois que ça serait, si on doit laisser cette heure-là, de début, 21h, beaucoup de gens seront livrés à la merci des services de sécurité. Et ça ne serait pas une bonne chose. Je crois que c'est important qu'on puisse reculer un peu l'heure, même à 22h par exemple, 22h30 ou 23h, et ça serait une autre façon de contribuer à la paix. Ces recommandations ont été faites à l'occasion de la clôture des activités annuelles du programme sur la paix, la non-violence et la cohabitation pacifique entre les jeunes de plusieurs communes. La mesure prise par les autorités congolaises d'instaurer le couvre-feu à travers le pays n'est pas bien accueillie par les Kinois. Ceux-ci donnent la raison de leur désapprobation. À mon avis, le gouvernement et le peuple parce qu'il devait d'abord voir comment son peuple a vivre. Le gouvernement a même transporté un parcours de à la moi musica. Bouchon pe eza moi makasi. Ngana osenga que gouvernement atteint la mesure. On voit les activités qui se passent pour la population congolaise. Souvent, nous terminons tard. Et nous sommes obligés, des fois, nous qui travaillons, nous restons au bureau jusqu'à des heures tardives afin que les routes se dégagent et de prendre la route. Et souvent, c'est vers 20h, 21h que la route se dégage. Et vous commencez votre couvre-feu à 21h. Dites-nous, comment on va faire? Décision pour la biso, pour se faire l'angoté. Pour d'abord, à partir de 5h du matin, il fallait que 4h pour que 5h. Les populations habitant la Tchango disent craindre les tracasseries policières avec la construction des sauts de moutons. Venant ici vers des bonhommes, vous verrez que cette histoire de sautes de moutons, ça nous embrouille. Alors les gens, il y a entassement de véhicules à partir de macravettes, sauts de moutons. Ça serait un peu difficile parce qu'il fallait qu'ils puissent décaler un peu les mesures. Ce sera maintenant l'occasion qu'on a donnée aux policiers de bien tracasser la population. C'est ce que nous refusons. Pour rappel, cette décision a été annoncée ce mardi 15 décembre à l'issue d'une réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec le comité de lutte contre la Covid-19 pour contrer la propagation de cette pandémie. Roby Kaing. Parce que c'est un sujet très, pas brûlant, mais quand même assez énervant, permettez le terme. Le chef de l'État a pris 13 mesures, dont celle du couvre-feu. La première journée, c'était la journée d'hier déjà, ça a commencé hier, vendredi. Bonne mesure d'abord, question directe, une très bonne mesure selon vous, pour contrer cette deuxième vague de Covid-19? Bon, je pense que je n'ai pas tous les éléments pour dire que c'était une bonne mesure ou pas. Mais il y a un comité qui est en place, qui a travaillé dessus, qui a des données parfois que tout le peuple congolais n'a pas. Alors, je crois que si ce comité-là a proposé cette mesure-là, je pense que ce n'est pas pour faire du mal aux Congolais. Ça, c'est tout ce que le peuple congolais doit savoir, que ce qui est pris comme décision, ce n'est pas pour leur faire du mal. Mais je pense que c'est pour leur bien, en fait. Alors, madame, la nuit, les gens ne respectent pas les gestes barrières. Moi, j'ai été dans une fête de mariage où je me suis allé même lever pour demander au modérateur, pour demander aux invités de ne pas embrasser le marié. Mais c'était comme s'il fallait leur dire davantage de continuer à les embrasser. Donc, il est tout à fait normal qu'ils peuvent avoir ces éléments. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu individuellement. Et donc, peut-être qu'ils ont plus d'éléments que ça. Ils ont plus d'éléments que ça. C'est vrai, ils ont plus d'éléments, Roby Kainga. C'est vrai, beaucoup disent, il faut essayer de parler à cette population, parce que cette émission, nous le faisons pour eux. Cette population dit c'est du copier-coller.
D'ailleurs, ils s'attendaient, beaucoup, nous sillonnons le net, nous avons les points de vue de beaucoup de nos compatriotes. Ils ont dit, comme la France a confiné, beaucoup disent, on parierait que dans une semaine ou deux, le président Tshisekedi va confiner. Et c'est ce qui est arrivé. Madame. Non, je donne les éléments. Okay. Ils ont dit que c'est ça. Mais beaucoup disent, ce copier-coller-là ne tiennent pas compte de la réalité sur le terrain. Vous avez suivi ces compatriotes qui ont dit, c'est une bonne mesure, ok, mais est-ce que le président ne peut-il pas repousser cela à 23h, vu la difficulté de transport de Kinshasa? Nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas à Bruxelles, où le transport est là, où tout est là. Nous devons souffrir, il y a tout et tout. Est-ce que le président ne peut-il pas aussi tenir compte de nos réalités à nous? Je martèle sur ça, nos réalités. Parce que déjà, aujourd'hui, Roby Kayenga, moi qui habite la Tchangou, déjà à 13h, embouteillage et bandit depuis Pont Matete. À 13h, avant que j'arrive ici, à 13h, c'était déjà un bouchon terrible. Alors on se pose des questions. Tokosuka Wapi avec cela. Bon, madame, je ne voudrais pas... D'abord, le peuple, on doit savoir que la roue a été inventée. Okay. Et que la maladie que nous vivons actuellement, cette maladie, elle est nouvelle. Les États ont supputé. Il y a eu essai-erreur partout. Il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qui ont fait ça, et puis ils sont revenus, ils sont corrigés. Vous souviendrez, madame, que pendant la première vague de Covid, il y a des gens qui ont dit que les masques pouvaient être réutilisés. Mais les Occidentaux avaient refusé. La France avait dit non. Quand vous utilisez, vous jetez les masques. Maintenant, aujourd'hui, ils reviennent pour dire oui, effectivement, les masques peuvent être réutilisés, vous pouvez les stériliser, et puis repasser, et puis le reporter. Donc, ils ont accepté ça. Et là, vous ne dites pas que c'est du copier-coller aussi. Ils ont aussi copié les Africains qui le faisaient déjà avant eux. Donc, la roue a été inventée. On ne peut pas inventer des choses qui n'existaient pas. On part sur base des choses qui existent. Et c'est vrai, il faut tenir compte de la situation de la situation réelle des Congolais. Mais cette situation réelle, c'est que les Congolais ne sont pas comme des Français. Les Français ont une profonde conscience que la maladie existe. Non, le Congolais n'a pas conscience. Non, pas du tout, pas du tout. Allez-y à Tchangou, allez-y au grand marché ici. Combien de gens portent les masques, madame? Combien? Ils n'ont pas cette réalité-là. Alors qu'en France, les gens ont cette conviction, ils ont pris conscience que la maladie existe. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont estimé que la maladie n'existait pas. Il y a des gens qui ont même... Parce que des fois, pas les images, on ne voit rien, on ne sait pas où sont ces malades, on ne nous donne pas les noms, personne ne témoigne. Et comme le roi les voit comme les gens non, mais aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, un député venait de faire une déclaration. Madame, nous avons perdu des proches dans cette maladie. Moi, je suis conseiller du ministre de l'économie nationale. Elle était malade. Ce ne sont pas des choses que moi j'ai vues de loin. J'ai vu le DIRCAB malade, j'ai vu le DIRCABA malade. Et j'ai vu même le DIRCABA succomber de cette maladie. Donc, nous pouvons, s'il y a encore des gens qui doutent, je ne sais pas pourquoi ils doivent continuer à douter. C'est l'attitude des Congolais aussi qui pousse nos dirigeants à prendre des décisions drastiques. Parce que les gens... Oui, impopulaires, parce que les gens ne comprennent pas. Si vous imaginez, si les Congolais observaient strictement les gestes barrières, on n'en arrivait pas là, on n'allait pas en arriver là-bas. Mais les gens, il y a des gens qui continuent, jusqu'à ce jour, madame, il y a des gens qui continuent à penser que la maladie, c'est une affaire du gouvernement, du ministre de la Santé, comme on l'avait dit, et alors que la maladie, elle est réelle. Je crois que les décisions qui sont prises, c'est en tenant compte de la population. Si nous nous comportons convenablement, il y a même des intellectuels qui ne portent pas de masque. Mais madame, moi j'ai été au grand marché, mais vous allez pleurer. Les gens ne portent même pas de masque, ils n'ont aucune inquiétude de la gravité de la maladie. Peu importe les témoignages, combien de témoignages les gens ont fait des témoignages. Madame la ministre avait fait un témoignage pour dire, écoutez, moi, j'ai perdu des proches avec cette maladie. J'étais même malade. J'ai suivi il n'y a pas longtemps un député Poba, quelque chose comme ça. Du Congo central. Du Congo central. Okay. Il a dit, mes frères, je vous dis, moi-même, je ne doutais pas. Je ne croyais pas en cette maladie. Cette maladie existe. Mais est-ce que nous avons la conscience? Est-ce que nous avons pris la mesure de cette maladie? Pas du tout. Alors, lorsque les autorités, qui peuvent un peu avoir plus loin, et qui ont des éléments que nous n'avons pas, et surtout qu'il y a un comité qui traite de cette maladie, des experts, des gens qui s'y connaissent, qui n'ont pas une expertise en la matière, proposent de mesures. Moi, je ne peux qu'accepter que ces mesures sont pour les biens de la population. Donc, aux Congolais, carrément, aux Quinois surtout, parce que cette mesure, c'est sur toute l'étendue de la République. Madame, les Quinois c'est aux Quinois de s'adapter. Les Quinois, c'est pour leur bien. Je ne vois pas pourquoi on se réveille un matin, le chef de l'État décide aujourd'hui de restreindre la liberté. C'est la liberté vraiment. Donc, la liberté est garantie par la Constitution. Donc ce n'est pas, le chef de l'État ne peut pas se réveiller un matin
restreindre la liberté des gens pour rien. Et pourquoi il les ferait? Quel serait le leitmotiv? Je ne vois pas. Donc je pense que quand il les fait, c'est pour l'intérêt. Et il ne les fait pas tout seul. Il a un comité qui a travaillé là-dessus, qui dit non, non, par rapport à la deuxième vague, qui est plus grave que la première? Naturellement, logiquement, on devait décréter l'état d'urgence. Normalement. Hein. Normalement, oui. Parce que si l'état d'urgence est la mesure la plus drastique qui puisse exister. Mais on dit non, au lieu d'aller dans l'état d'urgence, on fait le couvre-feu de 21h jusqu'à 5h du matin. Ça nous permet de nous émouvoir, de conserver les petites économies, de travailler un peu la journée, au lieu de que ce soit l'état d'urgence. Je crois que c'est la mesure la moins douce par rapport à la mesure de l'état d'urgence. C'est vrai, mais beaucoup disent qu'il faut aussi aider cette population, c'est vrai. La VSV a dit, bon, la dernière fois, il y avait beaucoup de violations de droits de l'homme par rapport à ça. Et ensuite, vraiment par rapport à la circulation routière, c'est vrai, on se rend compte déjà qu'à partir de 15h, tout le monde veut rentrer à la maison et on voit comment il y a des embouteillages monstres. Est-ce que l'État, avec le général Kasson, peuvent-ils pas mettre beaucoup de policiers pour fluidifier un peu cette circulation, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce que tout le monde est en train de rentrer et on connaît notre comportement à nous qui non, il faut qu'il y ait des agents de l'ordre en surplus pour aider cette population à rentrer à temps. Effectivement, et ces agents de l'ordre doivent éviter la tracasserie, ça c'est la première des choses. De deux aussi, vous voyez, par exemple, je ne veux pas parler de nous, par exemple au ministère de l'économie, nous arrêtons le travail à 15h30, nous continuons le travail avec nos téléphones à la maison, pour permettre à ce que les gens rentrent calmement. Et il y a lieu de mettre les services minimum. Certains peuvent travailler à la maison. À la fonction publique, c'est déjà fait. Oui, donc voilà. Donc il y a lieu de créer de modules de travail pour permettre à ceux qui peuvent venir aujourd'hui, pas tout le monde, trouver quand même un mécanisme au niveau de chaque entreprise pour permettre à ce qu'il n'y ait pas, que tout le monde vienne le même jour et qu'il n'y ait pas assez d'embouteillage. Et aussi la question des droits de l'homme, elle est importante. Mais madame, moi j'ai toujours dit, j'ai observé nos policiers. Vous savez, quand vous avez un enfant délinquant dans la famille, qu'est-ce que les gens disent? Il faut continuer dans la police, ton armée. C'est comme si l'armée et la police étaient devenus un endroit où on devait envoyer des enfants, tous les enfants, nos meilleurs enfants. Est-ce que vous pouvez envoyer votre fille qui est licenciée dans la police? Mais si elle le veut. Hein. Voilà. La plupart des parents, nos parents n'ont pas voulu, quand un enfant est intelligent, on ne l'envoie pas à la police. Ni à l'armée. Ni à l'armée. Donc, nous, ce sont les koulouna, les voyous là, qui généralement se précipitent. Non, le on a au boulot, à la police. Et demain, quand il est en tenue, il a une arme. Vous voulez qu'il fasse quoi? Parce qu'il n'a pas une bonne base. C'est ainsi l'occasion que les parents doivent envoyer les meilleurs de leurs enfants à la police. Vous prenez un enfant très intelligent, vous l'envoyez dans la police. Il fera du bon travail. Un enfant bien éduqué dans la police, il fera du bon travail. La police ne constitue pas une poubelle où on doit envoyer n'importe qui. Je crois que là, il y a un problème très sérieux. Vous demandez qu'il y ait un surnombre de policiers dans la rue pour réglementer. Et donc, ce n'est pas tracasser la population. Et ça, on est loin d'arriver à ce qu'on ait une police qui soit... D'abord, quand un policier vous interpelle, c'est l'agressivité. Il ne vous interpelle jamais poliment. C'est très rare qu'un policier congolais vous interpelle poliment et avec beaucoup de courtoisie, et donc qu'il vous pardonne, ce qu'on appelle la courtoisie routière, ils vous disent voilà, vous avez mal fait, prochainement ne faites pas ça. Non. Donc quand il vous interpelle, en des termes déjà très agressifs, et comme les Quinois aussi savent déjà que un policier de roulage, quand il vous interpelle, que vous ayez raison ou pas, il va prendre vos documents. Donc, et déjà, tout est parti, les esprits sont en surchauffe et c'est la tracasserie qui commence. Donc nous voulons que cette fois-ci, que les autorités qui vont déployer ces gens, qu'ils aient la même mise. J'ai entendu qu'ils auront des primes, qu'on va leur donner des moyens pour qu'ils puissent avoir quand même travaillé. Donc je pense qu'ils éviteront aussi de plonger dans la tracasserie. Nous entrons maintenant en plein politique. Je sais que vous attendez cela, mesdames et messieurs. Nous allons parler du discours du chef de l'État. Nous allons parler aussi des réactions de certains députés à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État s'est exprimé lors de ce congrès, et nous allons décortiquer un peu ce qu'il a dit avec mon invité, Roby Kainga. Permettez-moi, avant toute chose, de m'incliner. C'est un deuxième discours du quinquennat de Félix Tshisekedi sur l'état de la nation qui intervient sur fond de crise institutionnelle. L'occasion était pour le chef de l'État de la RDC de cristalliser ses décisions prises lors de son discours du 6 décembre à la nation, consécutif aux consultations présidentielles.
À savoir, rompre avec une coalition FCC cache devenue paralysante pour l'action du gouvernement, procéder à la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État, nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à la linéa 2 de l'article 78 de la Constitution et mettre en œuvre les réformes issues des consultations présidentielles. Visiblement consolé par le départ de l'ancien bureau de la Chambre basse du Parlement, Félix Tshisekedi n'a pas manqué de définir ce que sera la mission du nouveau bureau, celle de se pencher sur la révalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant à un meilleur traitement des députés. Du social au rendez-vous de son traditionnel discours, le chef de l'État s'est félicité du fait que plus de 4 millions d'enfants aient été scolarisés grâce à la gratuité de l'enseignement de base. Tout en reconnaissant la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est du pays, Félix Tshisekedi avoue tout de même que diverses actions sont menées pour y faire face. Dans la foulée, le chef de l'État congolais a salué la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi a-t-il annoncé la création d'une école de guerre en RDC l'année prochaine, fruit de la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau des officiers supérieurs dans tous les domaines. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Moi, je suis l'élu dans la province de Katanga, où il y avait une insécurité grandissante, inquiétante, qui a pris presque une année dans de grandes agglomérations de cette province, comme la ville de Lubumbashi, la ville aussi de Kasumbalesa, qui est ma circonscription électorale. Mais aujourd'hui, quand même, avec nos efforts fournis, on ne parle pas encore de cette insécurité à Kasumbalesa ni à Lubumbashi. Il vient de rompre avec la coalition Cash FCC, ce qui était mon souhait depuis très longtemps. Il vient de l'annoncer officiellement qu'il y a rupture. Ce Premier ministre, c'est un papa, il est quand même âgé, il doit honorer son âge. Il doit honorer son âge avant qu'il soit humilié par l'Assemblée. Nous gardons maintenant la majorité au niveau de l'Assemblée. Encore une fois, je lui donnerai le conseil de démissionner avant qu'il soit ridiculisé par l'Assemblée. Je ne souhaite pas que, compte tenu de son âge, qu'il amène les gens à les contraindre à la démission. On ne peut pas gouverner un pays en défiant les chefs de l'État. Regardez, Mme Abunda l'a tenté. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est? Et je ne vois pas le Premier ministre aller dans ses bras de fer avec le président de la République. Roby Kaenga, c'était aussi votre souhait, cette rupture avec le FCC? Madame, je le dis sur votre plateau dans les anciennes émissions, qu'aucun Congolais ne pouvait jamais accepter de travailler avec le FCC. Ce sont nos bourreaux en réalité. Ce sont des gens qui ont tué des Congolais, qui nous ont matraqués pendant l'opposition, des gens qui ont tiré sur nous à balles réelles, des gens qui nous ont fait souffrir dans ces pays, qui nous ont privés de salaire et du travail. Ce sont des gens qui ont laissé nos mamans et nos femmes et nos sœurs être violées à l'Est. C'est des gens qui sont sous sanction de la communauté internationale. Qui pouvait accepter de travailler avec des gens comme ça? Mais le chef de l'État nous avait imposé ces choix. Il dit, écoutez, nous avons crié l'état de droit, mais nous voilà arrivés, ils ont cette majorité des pacotis. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec eux dans ces conditions. Et nous avons accepté ça malgré nous, morts dans l'âme. Mais ces gens, au lieu de laisser les chefs de l'État, au lieu de comprendre que ce sont des gens qui ont été totalement désavoués par les Congolais, et de le laisser travailler, ils se sont érigés en obstacle pour permettre au chef de l'État de faire le travail. Et donc, ce qui est arrivé n'était que la suite logique. La suite logique. Et que donc, nous sommes d'accord. Nous voulons que ce sont des gens qu'il faut vraiment, qui doivent se retirer même de la vie politique. Ok. Nous allons revenir un peu sur ce fameux deal. C'est vrai que vous dites que le chef de l'État vous l'a imposé.
Mais moi, je sais que la base de l'UDPS impose, parce que moi, je me rappelle que le chef de l'État, à l'époque, avait retiré sa signature à Genève, parce que la base avait dit non. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'était passé pour que le chef de l'État ne vous écoute pas? Depuis les débuts, je sais depuis les débuts que la base de l'UDPS était contre ce mariage avec le FCC. J'envoyais les réactions. Je peux le dire aujourd'hui, moi-même, j'étais parmi les premières à dire non à cette coalition contre nature. Mais le chef avait résisté. Pourquoi? Parce qu'à Genève, il avait dit non. Mais cette fois-ci, il a quand même résisté pendant 2 ans à votre appel. Non, le chef de l'État pensait que les choses pouvaient changer. Parce que, madame, il n'y a que le diable qui ne peut pas changer. Et Dieu. Et Dieu. Merci. Donc, on pouvait encore avoir une présomption, leur accorder le bénéfice. Tout le bénéfice, il dit, voilà, ce sont des gens qui sont des Congolais. Des Congolais, ils pouvaient changer. Malheureusement, ils se sont révélés incrédules, comme des pierres. Donc ils ne pouvaient pas, ce sont des gens que même si on les prenait, pour ceux qui sont catholiques, on les écrit dans l'eau bénite, ils ne changeront pas. Alors, le chef de l'État a enfin compris. Était-il vraiment aussi, en fait, pendant ces 2 ans, vous en avez côtoyé quand même quelques-uns, est-ce que tous les gens du FCC sont-ils des monstres? Parce que c'est ça un peu l'impression qu'on a. Je peux quand même en citer, permettez-moi d'en citer, parce que le fait de globaliser, ça fait quand même froid au dos. Je prends quelqu'un comme Patrick Kanga. Est-il un monstre? Je prends quelqu'un comme... je ne sais pas, Colette Chomba par exemple du FCC, est-elle un monstre? Parce que vous avez l'impression que tous ceux qui sont dans le FCC sont des monstres. Le problème du FCC, c'est le système. Donc même si vous êtes bon, mais dès qu'on vous place dans ces systèmes-là, vous êtes noyé. Vous êtes noyé en fait. Et en réalité, quand on parle du FCC, ce sont un groupuscule. Les ténors, les extrémistes. Ce sont les Némi, les Chadari, les Mabunda, les Tambomamba. Voilà, c'est ça le FCC. Il y a des gens respectables. Et Kabila à la tête, hein? Mais vous savez, le problème, c'est que, regardez, Kabila, même la communauté nationale ne l'a jamais sanctionné. On sanctionne toujours son entourage, on les laisse lui. Je me demande toujours pourquoi. Or, ces gens-là, quand ce sont des rossignols de Kabila, ils ne chantent le long de la journée de Kabila. Mais Kabila, il est là. Il est le professeur, professeur. Voilà. Il donne l'idée, mais il se n'assume jamais. Pourquoi, madame? Kabila n'assume jamais. Quand on lui pose la question que, regarde ce que Chader a fait, il dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Et il n'arrive pas à comprendre. Parce que, madame, ça ne peut pas s'expliquer. Quelqu'un qui a géré 18 ans comme chef d'État, avec tout le pouvoir, il avait le Parlement, la justice, l'armée, la police entre ses mains, qu'on sanctionne même des simples généraux. Mais lui-même, les donneurs des ordres, on ne les sanctionne pas. Donc, c'est qu'il y a un problème. Soit il les jette en pâture au loup, et qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc, parce qu'on ne peut pas sanctionner tout son entourage, et toi, on te laisse seul. Bizarre. Bizarre. Et donc, ce que nous disons ici, c'est que le FCC, le groupuscule, parce que les véritables Congolais, ils ont répondu. Moi, j'ai discuté avec certains. J'ai discuté avec mon confrère Guy Mafuta. J'ai parlé avec lui. Il dit, mais maître, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai une base à Chikapa. Quand je rentre là-bas, on me pose des questions. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons dire non, FCC cache. Lorsqu'on va interpeller un ministre du FCC, non, laissez, c'est le nôtre. Mais nous travaillons pour le peuple ou pas? C'est ça maintenant la grande question. L'union sacrée. Et là, la formation de ce gouvernement est imminente. Je crois qu'en 2021, on aura ce gouvernement. D'ailleurs, j'ai déjà ouï dire que l'informateur pourrait probablement être Bahati. Bon, c'est à vous de démentir, pardon. Mais cette union sacrée, beaucoup commencent déjà à avoir des doutes. Beaucoup disent qu'il y a déjà des fissures. L'œuvre humaine est perfectible. Mais beaucoup disent, cette façon-là que vous avez eu de gagner ces députés pose problème. Il y a déjà eu des sons de cloche. On a suivi ceux qu'on a suivis qui disent qu'ils ont eu 15 000 $, d'autres ils disent pour mettre Bango Jeep, d'autres qui disent l'argent a circulé, d'autres disent c'est la même politique qu'avait fait Kabila à l'époque pour avoir débauché et tout ça. On se pose la question. Vous parlez à cette population qui a beaucoup d'estime pour vous. Robi Kainga. Est-ce que ceux qui sont entrés dans l'union sacrée sont-ils venus par conviction ou parce que vous avez promis des postes ou autre chose, ou d'autres avantages matériels? Dites vraiment la vérité, parce que cette population aussi est en train de souffrir, en train de regarder. Il a mis de l'espoir sur cette union sacrée. Mais ce qui union sacrée, déjà, les fondations qui sont côté, ça va créer quelque chose de pas bon à la longue. Madame, j'ignore le degré de fortune de certains députés du FCC.
mais je pars par de présomption. Vous pensez que Charles Okoto et Jean-Marc Kabound, qui peut avoir plus de moyens que l'autre? Charles Okoto qui a travaillé plusieurs années, gouverneur, ambassadeur, député, chef d'entreprise. Et vous voyez avec quels moyens Kabound, qui habite à Kingabois, il loue à Kingabois, avoir de moyens pour aller corrompre Jean-Charles Okoto. Respectons quand même les gens. Ici, il s'agit des Congolais qui se sont dit non, ça n'est fait. On a beaucoup tergiversé. Madame, le FCC n'a pas compris ça. Que le chef de l'État ne se bat. Madame, Tshisekedi aurait pu rester dans son coin, des œufs, avoir de l'argent, et puis faire comme tout le monde et partir. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le combat qu'il est en train de mener, c'est pour le peuple congolais. Et on a lancé, le chef de l'État a lancé un appel. Les gens sont allés. Vous estimez que Jean-Pierre Liaou, les Guy Mafuta Kabongo sont venus parce qu'on leur a donné 15 000 $? Vous les réduisez à 15 000 $? Ce n'est pas moi, on fait aussi, on élargit, non, on se pose des questions. Vous savez, parce que, donc, quand un député de la trempe de celui qui a osé le dire l'a dit, donnez quand même, laissez quand même à cette population aussi l'opportunité de se poser des questions, mais si lui, qui a ça, dit que 7 000 les a manqués, c'est 15 000. Laissez aussi aux gens l'opportunité de se poser des questions. Mais ceux qui ont eu bon, ceux qui ont dit combien, démentez simplement, mais n'interdisez pas aux gens le droit de se poser des questions. Non, mais en effet, vous avez raison, madame. Nous avons aujourd'hui, alors des députés, on les appelle des honorables. Avez-vous déjà vu quelqu'un être corrompu et passer à la télévision et dire voilà, moi je me suis fait corrompre? Est-ce que vous trouvez qu'un homme moyen, normal, peut faire un tel acte? Je me fais corrompre, je passe à la télé, je dis voilà, je me suis fait corrompre avec un montant de 15 000 $. Non, lui il a dit, c'est pas la corruption, il a dit c'est la compensation. Bon, il a employé ce terme-là. Oui, peu importe les termes qu'il va utiliser. Mais les gens ont considéré ça comme une corruption. Et vous voyez ces gens, parce que nous, où est-ce qu'on va trouver les moyens? Mais ce sont ces gens qui vont entrer dans l'union sacrée. Où est-ce que nous allons trouver ces moyens? Ce sont ces gens qui vont Où est-ce que entrer nous dans trouverons l'union ces moyens? Le chef de l'État est en train d'insister pour qu'on paye, alors le ministre des Finances, qui est géré par le FCC. En fait, le gouvernement est géré par le FCC. Vous pensez que si on devait aller dans la logique de corrompre, qui donnerait plus de moyens que nous? Ils ont travaillé pendant 18 ans. Ils ont encore la maîtrise de tous les minéraux du Congo. Les grandes entreprises sont entre leurs mains, avec leurs membres qui sont là-bas comme les directeurs généraux. Ils ont tous les grands postes, de grands postes ministériels. Ils en ont. Ils ont le Premier ministre. Ils ont le ministre des Finances. Donc vous pensez que ces gens-là ont plus de moyens? Si on devait dans la compétition de donner de l'argent, l'EF donnerait mieux que nous. Ok, donc ces gens sont allés vraiment par conviction. Par conviction. C'est un appel, ils ont répondu à un appel du chef de l'État. Ils se sont rendus compte que le pays ne doit pas tourner à rond. Madame, vous estimez que le régime de Tshisekedi paye Kabila comme ancien chef de l'État pour qu'il soit son opposant? Est-ce que vous trouvez ça normal? En tant que chef de l'État, vous avez un titre honorifique, sénateur à vie, et le gouvernement vous prend en charge, il vous paye pour que tu deviennes l'opposant de ce gouvernement-là. Vous trouvez ça normal? Donc, nous ne devons pas revenir sur le passé, mais beaucoup de choses ont été dites aussi par rapport à ce deal-là. Comme le chef a dit, maintenant, le travail commence. C'est ce gouvernement-là. Beaucoup proposent, j'ai un intellectuel avec moi, que le nombre soit réduit. Parce que toi, Nambongote, nous espérons que cette fois-ci, le gouvernement aura peut-être 30 membres. 30, 35 minimum, maximum. On ne peut pas avoir toujours un gouvernement avec 65, 70 membres. Oui, madame, je voudrais d'abord revenir sur les deals. Aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'il n'a pas existé un deal caché. Vous en êtes sûr? Oui, mais madame... on interrompt quoi, au fait? On interrompt la coalition qui a été issue d'un deal, non? On a nommé le Premier ministre par rapport à quoi? Le deal dont il a été question ici, par nos amis de la Mouka, c'était qu'il y avait un deal caché. Le deal était un deal de gouvernance. Et pas un deal de passation de pouvoir. Non, mais parce que Tshisekedi avait battu en plate couture tous les candidats aux élections. Il était élu. Il n'y avait pas eu de deal parce qu'il y a eu des gens qui ont pensé que le pouvoir, Tshisekedi n'avait jamais été élu et qu'il est passé par Kabila. Kabila lui a donné comme le pays appartenait à Kabila et Kabila devait faire ce qu'il voulait. Il donnait le pouvoir à qui il voulait. Et donc les gens pensaient que c'était ça. Donc le deal n'existait pas. C'est le moment de le brandir. Si on ne le brandit pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et donc, par rapport au gouvernement, je suis d'accord avec vous. Les institutions sont budgétivores.
Exactement. Vraiment budgétivore. Il va falloir vraiment cette fois-ci qu'on réduise la taille du gouvernement et qu'on trouve des gens capables. Parce que les gens s'attaquent à Tshisekedi. Mais qui doit mobiliser les recettes? Nous avons eu un premier ministre taiseux, immobile, qui a été incapable. Inutile. Hein? Donc je dis, je ne veux pas dire inutile parce que au moins il arrive ne serait-ce que même à chasser une mouche qui voudrait se poser sur sa tête, mais en réalité qui n'a pas aidé les chefs de l'État. Parce que les recettes, qui doit les mobiliser? C'est le gouvernement. Et c'est lui qui doit mobiliser les recettes. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on vous dit, même le FCC dit que non, le gouvernement, les chefs de l'État n'arrivent pas à répondre aux problèmes des Congolais. Mais vous avez un premier ministre que vous avez proposé au chef de l'État, qui doit en principe mobiliser les recettes. Et pour résoudre le problème des Congolais, vous l'avez déjà entendu faire un discours où il y a un problème, une situation qui s'est déroulée dans notre pays. Le premier ministre est descendu et il a pris parole instantanément. Vous l'avez déjà entendu s'adresser au peuple congolais. Vous êtes journaliste. Nous espérons que cette fois-ci, vraiment, cette formation, ce gouvernement d'union sacrée, parce qu'il ne reste que 2 ans président de la République, parce que l'année 2023, ce sera l'année électorale, donc il n'y a que 2 ans pour vraiment remettre le Congo dans les rails, parce que le bilan, qu'on le veuille ou pas, Robi Kayenga, ce ne sera pas le bilan de Kabila, ce ne sera pas le bilan de Ilunkamba, ce sera le bilan Tshisekedi. Qu'on n'oublie pas ça. Hein. Tout à fait. Ce sera le bilan Tshisekedi. Voilà pourquoi il a pris ses responsabilités. Il a dit niet. Niet. Et ceux qui disent qu'ils veulent la Constitution, ils le disent peut-être par nostalgie. Ils regardent ce qu'il avait promis à la population. Il a besoin, il a la volonté ferme. Madame, ce qui a toujours manqué dans ce pays, c'est la volonté. Okay. Et nous avons un chef d'État qui a la volonté pour que les choses changent. Mais et donc ça va changer. Accordez-moi une minute, mais les gens disent que ce sera toujours les mêmes personnes, parce que les gens ont peur. Chat est chaudé, craint l'eau froide. Il y a eu des Mobutistes, comme Mobutu est parti, des Mobutistes qui ont migré pour devenir kabylistes. Des kabylistes qui ont migré pour devenir kabylistes 2, et maintenant ils vont migrer pour devenir tshisekédistes. Il y en a qui disent leur CV par rapport à la transhumance, donc tout il y a pas parti politique donc en opposition il y a des gens qui n'ont jamais été opposants. Ils voguent toujours là où il y a le pouvoir. Je ne peux pas citer les noms, vous les connaissez. Est-ce que le président va tenir compte de cela? On ne reste que 2 ans. Madame, on veut cette fois-ci le changement radical, tant prôné par Étienne Tshisekedi. Nous voulons le changement de tout et en tout. Je suis d'accord. Nous sommes une nouvelle classe politique. Nous autres qui sommes venus avec les chefs de l'État. La plupart. Parce que lui-même, il n'a jamais géré ce pays. Il n'avait jamais géré il y a 2 ans passés. Et nous sommes venus ensemble. Mais le problème, c'est que on peut arriver à les exorciser, tous ces gens-là. Vous en êtes sûr? Madame, que Dieu soit avec nous. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. C'est la même police aujourd'hui qui ne tire plus sur les manifestants. La Mouka a fait ses manifestations. Vous avez eu combien de morts? Mais il y a quelques années après, on récoltait combien de morts après chaque manifestation? N'est-ce pas la même police? Tshisekedi, le père, disait que le poisson couru va pourrir par la tête. Et les gens en français ont dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que les mauvais chefs. L'impulsion vient d'en haut. Donc si le chef de l'État lui-même ne touche pas à la corruption, si lui-même n'est pas impliqué dans des détournements, dans des mafias, vous qui allez le faire, la justice va s'occuper de vous. Comme c'est le cas qui s'est passé dernièrement avec cette agence anticorruption. Effectivement, madame. Vous voyez qu'aujourd'hui, les choses peuvent changer. Un des cabinets de l'État peut être interpellé. Les conseils spéciaux chefs de l'État peuvent être interpellés aujourd'hui. Et la justice, et je crois que le magistrat qui l'a mis sous mandat d'arrêt provisoire n'a reçu aucun coup de fil. Ok, merci beaucoup. Et ça n'avait jamais existé. Nous allons parler maintenant de ce qui se passe dans certains ministères. Nous allons en prendre 2. Nous allons prendre le tourisme, parce qu'il y a eu le premier salon de tourisme en République démocratique du Congo, conduit par le ministre du Tourisme. Et nous allons parler aussi de l'arrivée de la ministre des Affaires étrangères au Maroc. Vous le savez, l'année prochaine, la République démocratique du Congo présidera sera à la tête de l'Union africaine. L'investissement et la promotion du tourisme en RDC, c'est le thème du tout premier salon international du tourisme organisé par le ministère du tutelle. C'est sous la bénédiction du chef de l'État Félix Tshisekedi que ce salon est déclaré ouvert.
Dans son speech, le président de la République dit prendre l'engagement de suivre de près toutes les résolutions qui sortiront de ces salons. Dans mon programme, le secteur du tourisme figure comme facteur de diversification économique. Pour ce faire, je prends compte de ces travaux au fin d'envisager la mobilisation des moyens conséquents à leur réalisation. Car selon ma vision de développement et des potentialités présentes, le secteur du tourisme est un important facteur de progrès économique et de réduction de la pauvreté. Prenant la parole, le ministre du Tourisme, Yves Bonkoulouzola, va remercier Félix Tshisekedi pour son intérêt particulier accordé au tourisme du pays. Particulièrement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui la tenue de ce premier salon a été rendue possible. Recevez, Excellence, l'expression de mes hommages les plus déférents. Pour sa part, Cécile Edungo, représentante du gouverneur de Sankoro, Joseph Mukomadi, dit se réjouir et promet de faire de sa province une destination touristique. Au nom du gouverneur de la province de Sankoro, Joseph Stéphane Mukomadi, on est venu vraiment voir parce que nous avons aussi au niveau de la province de Sankoro beaucoup de richesses et de styles touristiques. Vraiment la prochaine destination auquel les touristes ne s'arrêtent pas seulement à Kinshasa. Ce salon international traduit la volonté de réunir le moyen afin de contribuer à l'économie nationale. Il s'est dénoté que cette première journée a connu la participation de plusieurs autorités. La République démocratique du Congo s'active pour l'accession de son président Félix Tshisekedi à la magistrature de l'Union africaine. C'est via l'aéroport de Casablanca que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est arrivée tard dans la nuit du mardi 15 décembre 2020 au Maroc. Dans ce coin de l'Afrique, Marie Toumbazeza s'y est rendue dans le cadre des préparatifs de la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine. À sa descente d'avion, Marie Toumbazeza a été accueillie par le directeur chargé d'Afrique du royaume chérifien et des membres de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc. Selon notre source, la ministre des Affaires étrangères profitera de son séjour pour assister à l'ouverture d'un consulat de la RDC dans la ville marocaine. Ici est de noter que dans les jours à venir, Marie Toumbazeza va s'entretenir avec le représentant des missions diplomatiques et des bureaux de représentation des organisations régionales africaines accréditées dans la capitale de la République démocratique du Congo. Cette rencontre sera focalisée sur la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine. Pour rappel, le président de la RDC prendra la présidence de l'Union africaine au mois de février 2021 à Addis Abeba pour l'exercice 2021-2022. Déjà, Félix Tshisekedi a mis en place depuis fin octobre dernier un comité de travail chapeauté par le professeur Alphonse Toumbaloaba pour l'accompagner durant son mandat à l'Union africaine. Roby Kayenga, nous avons suivi Yves Bonkoulou, ministre du Tourisme, tenir en République démocratique du Congo le premier salon du tourisme et la présence très remarquée du chef de l'État qui s'implique personnellement parce que le tourisme est un secteur qui fait rentrer beaucoup de recettes dans un pays. Alors pour vous, est-ce que le tourisme en RDC, vu tout ce qui s'y passe, pour vous c'est vraiment un secteur qui peut générer de l'argent? Parce qu'il y a la guerre, il y a l'Ebola, quand je dis Ebola, l'Ebola est déjà fini, la pandémie du Covid-19, et tout ça, il n'y a pas de route, il n'y a presque rien. Comment faire pour faire revivre ce secteur? Madame, vous savez que nous avons des parcs très importants dans le monde. Le parc que nous avons regorge des animaux, parfois qui n'existent pas partout dans le monde, et que beaucoup de gens quittent l'extérieur du pays pour venir voir certains de nos animaux que nous avons ici chez nous. Nous avons des espèces d'arbres qui n'existent pas ailleurs, qui sont peut-être ici chez nous, qu'il faudra vraiment mettre en valeur. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, quelle est la vie dans nos parcs? On tue les gens. Il y a des milices qui se sont accaparées de certains parcs, et quand vous allez là-bas, même les gardiens qui sont là, ils sont tués, ils sont pas bien sécurisés. Je pense qu'il faut faire un effort. Et je crois qu'avec la coopération militaire avec certaines grandes puissances du monde, le chef de l'État, avec la volonté politique qu'il a,
pour restaurer la paix, surtout à l'Est où nous avons beaucoup plus de parcs. Je pense que nous aurons la possibilité aujourd'hui que le secteur du tourisme soit beaucoup plus exploité et qui est un secteur important qui régénère aussi beaucoup des recettes pour la République. Vous savez que le chef de l'État, dans sa politique, il veut diversifier les ressources. Il dit pas seulement le sous-sol, pas seulement les minéraux. Il faut créer d'autres ressources qui peuvent apporter des moyens à la caisse de l'État. Je crois que le tourisme est un secteur. Nous avons un bon fleuve, un majestueux fleuve ici. Nous avons des vues de fleuve. Je crois que vous aimez trop la nature. Donc, nous avons des très belles vues. Quand vous allez au Bas-Congo, quand vous allez à Goma, vous voyez de belles vues que vous pouvez aujourd'hui exploiter, qu'on peut exploiter quand vous allez au niveau de lac Mukamba. C'est aussi des espaces très importants et que les gens peuvent aller visiter et voir. Ça, et nous avons un héros national. Nous pouvons faire des musées. Le chef de l'État a dit qu'il va avoir, Lumumba aura bientôt une tombe et un mausolée construit avec les restes de sa dépouille. Une dent. Je crois que ça va permettre aussi aux touristes de venir visiter. Nous avons des coins de ce pays. Oui, c'est vrai, tout est entremêlé, c'est vrai. Le tourisme ne peut marcher que s'il y a des bonnes infrastructures, hôtelières, routières, s'il y a la paix, s'il y a... Voilà, tout est entremêlé. C'est vrai que tout ça y est, mais pour un Congolais lambda, c'est pas facile pour un Congolais d'aller à Goma. Le billet d'avion, Roby, tu sais combien ça coûte? Ça coûte $700. Très cher. Comment un Congolais qui n'a même pas ça comme salaire peut s'imaginer quitter ici, à Kinéga 2 semaines à Lac Kivu? C'est important. Il y a des choses, on en a envie, mais c'est impossible à réaliser. Le tourisme reste l'apanage des nantis et des occidentaux. Non, difficile pour un Congolais lambda. Non, le problème c'est cette culture. On ne peut pas, pour contempler la beauté du fleuve Congo par exemple, il ne faut pas seulement aller à Goma. Pas du tout. Il suffit d'aller à Kinshasa ici. Vous allez voir la vue. Il suffit d'aller du côté de Maluku. Vous verrez quand même la beauté de ce pays. Il n'y a pas que ça. Donc chacun peut, le problème, dans le coin qu'il est, vivre. Mais regardez ce que le régime de Kabila a fait. Ils ont détruit même le zoo qui était ici. Et on nous demande d'aller là-bas, à Kingakati, au parc là-bas, par personne, c'est $35. Ah, c'est 35. Madame, moi je n'y vais pas et je demande au Congolais de ne pas y aller. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui paupériser la population. On prend nos mêmes bêtes, on les prend dans nos parcs, on vient les privatiser et on nous demande, pas parce que n'importe, si c'était une personne, un privé ou un Congolais lambda qui avait fait ça, on comprendrait. Mais un chef d'État qui n'a pas laissé, il a trouvé des zoos ici, même s'il n'y avait pas grand chose, mais il pouvait réhabiliter notre zoo ici, mettre des animaux là-bas et permettre à ce que nos enfants aillent aussi visiter des animaux là-bas. Mais il fait ça une propriété privée, avec des routes impeccables, avec des centrales hydroélectriques. Comment vous savez ça? Parce que vous n'y êtes jamais allé. Madame, c'est mon pays, je connais tous les coins du pays. Donc je n'ai jamais été là-bas et je n'irai pas. Je n'irai jamais là-bas. Pourquoi je vais aller dépenser de l'argent chez quelqu'un qui en a eu beaucoup et qui est plus riche que l'État congolais lui-même, qui a construit avec des centrales hydroélectriques, il a du courant 24 sur 24 là-bas. Mais ses voisins n'ont même pas de courant. Mais c'est un pays dans un pays, ce qui cagative. Voilà, donc voilà ce qui nous a rendu et il veut que nous puissions aller là-bas. Ça sera impossible à ce que l'État puisse privatiser ce parc, nationaliser. Bon, on l'a fait ailleurs. Non, madame, c'est impossible. Moi, président de la République, ce parc devient un patrimoine congolais. Ça, je vous l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas comprendre que on laisse... Le zoo est là, on a laissé à l'État, qu'est-ce que le zoo... Vous avez laissé le zoo dépérir, mais l'autre, bon, il en prend soin, c'est vrai. Mais il était censé le faire pour toute la République. Pour toute la République. Hein. C'est ça le problème. Il était censé le faire pour toute la République. Mais il ne l'a pas fait pour la République, il l'a fait pour lui-même. Et aujourd'hui, ça lui régénère de bénéfices. Et je me demande pourquoi les Congolais ont le plaisir d'aller là-bas, ils prennent des photos. Mais voir un zèbre, voir un... Il devait le faire, oui, mais ce monsieur qui a construit devait le faire pour vous. Parce qu'il était votre serviteur. Ils étaient votre serviteur. Je crois que Moïse Katumbi dit, faisons la table ronde de nos richesses pour savoir où est-ce que les gens aujourd'hui... Mais lui-même aussi, il n'a pas peur d'être à la fois juge et parti, parce que beaucoup disent que c'est grâce aussi à Kabila qu'il a... Non, mais il a demandé la table ronde. Il dit que quand l'AFDEL était venu, lui, il avait déjà sa jet privée. Il avait déjà
sa ferme, son petit commerce. Mais il a dit qu'il y a des gens qui sont venus en botte, en caoutchouc d'ailleurs. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord pour dire où est-ce qu'on a ramassé toutes ces sommes d'argent pour se faire des parcs, avoir des centrales hydroélectriques, avoir des routes, alors que même avant, voyez la méchanceté de l'humain. Quand vous quittez, ne serait-ce qu'ici pour arriver à Tchangou, la route est en quel état, Mais quand vous prenez la route de Kingakati, là c'est asphalté jusqu'à la résidence de Kabila. Et donc là, il y a du courant 24 heures. Même les voisins, les villageois qui sont aux alentours n'ont pas de courant. Et nous devons aller payer $35, $40 pour aller voir les animaux, nos propres animaux. Oh là là, le tourisme en République démocratique du Congo, c'est vraiment un chantier. Il faut vraiment beaucoup, comme l'a dit, c'est question de culture. Les Congolais doivent avoir la culture d'aller visiter, d'aller... Non, madame, il n'y a pas seulement la culture, il faut les offrir aussi. On ne les a pas offert ça. Exactement. Je pense que nous avons des enfants qui n'ont jamais vu des lions en live comme ça. Donc on ne les a pas... Peut-être que les enfants seront émerveillés en le voyant. Mais est-ce qu'on les a offert ça? On ne l'a pas fait. Merci donc à Yves Bonkoulou pour ce premier salon. Je crois que j'irai peut-être faire un petit tour là-bas pour voir un peu. Parce que le tourisme, c'est comme le maillon faible de la chaîne, de fois dans le gouvernement. Les gens imaginent c'est là et pourtant c'est un secteur qui génère énormément d'argent. Prenant l'exemple du Kenya, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la France, n'en parlons même pas. Paris à elle seule, c'est un site touristique. Donc c'est à nous de rendre aussi Kinshasa très belle. Oui. Avec les inondations, je pense que l'excellence Yves a eu une très bonne idée de faire un salon. On doit parler du tourisme, mais il n'a pas beaucoup vulgarisé. Il n'en a pas parlé dans des médias. Il fallait qu'il en parle. Il fallait que ce soit un sujet qui devait préoccuper tout le Congolais. Et moi, j'estime que il ne faut pas seulement... C'est ce reproche qui a été fait par un tour opérateur de la RDC, qui a dit qu'il n'était même pas au courant de ce premier salon. Il se réveille un beau matin, il voit que le ministre a tenu ce premier... Et pourtant, ce sont des tours opérateurs, des gens qui organisent des safaris, des voyages et tout ça. Il fallait qu'ils mettent tout le monde dans l'ambiance. Et puis, il ne faut pas seulement qu'on nous amène des conclusions. Exactement. Parce que là, tout ce qu'on va attendre maintenant, c'est qu'on vient nous dire, voilà, après ce salon, voilà les recommandations et tout ça. Non, l'état des lieux là, qui sont en train de faire, on a besoin de connaître qu'est-ce que nous avons comme potentialité, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que la RDC offre en termes touristiques à la nation, au monde entier, qu'est-ce qu'il offre et qu'est-ce qui doit être fait à long et à moyen terme. Le ministre Ntoumazeza au Maroc, le Maroc a toujours été un partenaire privilégié depuis Mobutu, le Zaïre, un pays ami jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait d'avoir l'année prochaine la tête de l'Union africaine, qu'est-ce que ça vous dit que la RDC est en train de revivre diplomatiquement? Non, renaître sur la scène internationale? Madame, depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, vous voyez que des relations diplomatiques avec l'Union européenne, avec les Nations Unies, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec tous les pays du monde et toutes les grandes puissances. Donc tous les pays du monde aujourd'hui ont un regard différent. Je crois que même les leaders, certains leaders mondiaux se sont exprimés. Angela Merkel a dit un mot, et Sarkozy et d'autres, ils se sont exprimés sur le leadership actuel du président de la République. Et quand nous allons aussi prendre l'Union africaine, je pense qu'avec la vision qu'a les chefs de l'État de l'Afrique, madame, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda peuvent manger ensemble, c'est Tshisekedi. Il en a été pour beaucoup. Il a joué un rôle. Et vous avez entendu le président Kagame dire que c'est un grand homme, que l'Afrique manquait. Et vous voyez aujourd'hui nos relations avec l'Angola. Vous êtes très proche et beaucoup. Et vous avez vu aujourd'hui... Que Tshisekedi est trop proche de Kagame. Mais si c'était Kabila à l'époque qui était trop proche de Kagame, vous allez dire que c'est un Rwandais. Mais on ne pose pas... Aujourd'hui, Tshisekedi est trop proche de Kagame, vous ne dites rien. Mais on ne pose pas la question pourquoi on le disait. Rien. Pourquoi vous le disiez? Ah non, mais madame, parce que... Pourquoi vous le disiez parce que le Congolais, tous les Congolais ici savent que Kabila est venu avec le Rwandais. Ah. Et tout à fait. Aussi été venu avec et effectivement, quand je parle de Kabila, c'est l'AFDEL. C'est les deux. C'est les deux. Alors, vous nous avez amené des ennemis. On ne peut pas vous faire confiance. Ce sont vos alliés que vous avez amenés ici. C'est qu'ils nous font subir. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous n'êtes pas des mèches avec eux? Aujourd'hui, il est tout à fait normal. Non, mais vous voyez les fils du Sphinx aller entrer dans la rébellion, madame. Impossible. Impossible. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le procès de liquidation de l'AC, vous le savez.
LAC, la grande compagnie aérienne de la République démocratique du Congo, est en faillite, est en train de liquider. Nous allons terminer par cette note triste, vous le savez. Sarah Fanny Dacruz, une grande journaliste. Moi, je l'ai connue personnellement à TKM à l'époque. Elle était aujourd'hui une des brillantes présentatrices, même parmi les présentatrices vedettes de Digital Congo. Notre consoeur a rendu l'âme à Rabat au Maroc, où se trouve présentement la ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'elle est même rapatriée ce jour. Il y a vraiment une multitude de collègues qui sont allés à l'aéroport international de Njili accueillir la dépouille immortelle de notre souriante Sarah Fanny Dacruz. Je n'ai pas pu y aller, j'étais en train d'enregistrer cette émission. Et vraiment, je dédie cette émission, Info 7, à cette grande dame. Vraiment une brillante journaliste. Que son âme repose en paix. Nous allons clôturer par cette note triste. C'est depuis septembre 2014 que la société LAC, Lignes aériennes congolaises, a été liquidée. Les travailleurs de cette société n'ont pas apprécié cette liquidation qui, selon eux, viole le droit au WADA. Représentant le travailleur et sa société au procès, Léonard Kinsembe dit faire confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi et au Conseil d'État pour que l'AC soit rétabli dans ce droit. Avec le président Félix Tshisekedi, nous sommes sûrs, parce qu'il veut restaurer les entreprises, pour que les entreprises redistribuent les ressources. Ce n'est pas au président d'aller donner de l'argent aux gens, non. Le président est là pour qu'il crée un cadre qui puisse redistribuer les ressources. Et le cadre de redistribution des ressources, le cadre véritable, ce sont les entreprises. Le jour où l'entreprise sera restaurée et qu'on paiera aux gens leur dû, et que les jeunes qui sont en train de terminer les études aujourd'hui, 90% de nos jeunes sont dans le chômage. Ça, c'est vraiment les juges du Conseil d'État, ce sont des papas, ce sont des intellectuels. Ils vont réfléchir pour dire que non, c'est vrai, 90% de nos enfants sont au chômage. Ce n'est pas pour le ventre d'un individu, qui qu'elle soit, qu'il soit positionné où, ce n'est pas pour ce ventre qu'on doit sacrifier l'entreprise. Léonard Kinsembe dénonce la mauvaise foi du liquidateur en indiquant que l'AC aurait émergé grâce au partenariat de 157 millions de dollars avec une firme chinoise, mais la liquidation a tout bloqué. Compagnie Oyo, compagnie Oyo qui partenaire, il y a 157 millions de dollars. Il y a un projet qui a 100 jeunes congolais qui ont bango bakende kutanga makambo Italie aviation. Oyebi pona nini ça marketé kanyaka 10%. Basengio 157 millions na yaki nango, 10% za wapi. Mais l'État chinois ndé moto yaki na 157 millions pour que compagnie qui ne baboyi balobi ndenge kanyaki zate compagnie faut kufa. Il faut préciser que l'affaire a été prise en délibéré et ne pourra répondre que dans 8 jours. La mort de Sarah Fanny Dacruz, assistante et ancienne de l'IFASIC, a bouleversé le personnel et étudiants de cette institution universitaire. Le chef de service informatique et communication, Moukoko Moukoko, garde de bons souvenirs de l'illustre disparu. Fanny Dacruz, c'est une personne très attachante. En tout cas, moi j'ai eu personnellement le privilège de l'inscrire parce qu'à l'époque, quand j'étais appariteur, c'est moi qui l'avais reçu pour la première fois ici. Et j'ai eu l'occasion de la suivre un peu. Et j'ai gardé d'elle vraiment le souvenir d'une étudiante, du moins à l'époque, très assidue. C'est une personne qu'on ne décrit plus. Elle avait la maîtrise, quand vous voyez qu'elle à la télévision, elle savait dire le journal et pas le lire. C'est comme si elle vous racontait quelque chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles le recteur n'a pas hésité à la recruter comme assistante. Pour le professeur Henri Kokolo, Sarah Fanny Dacruz était une femme battante et avait la maîtrise du journal télévisé. Elle était une fille appliquée, mais c'est une personne que j'appréciais beaucoup. Mais je suis vraiment effaré d'apprendre qu'elle est décédée, surtout qu'elle était retenue parmi nos nouvelles assistantes ici. Bon. Dieu seul sait pourquoi nous allons à ce moment et pourquoi. Quant aux étudiants, Dacruz était une personne sociable. Je garde de très bons souvenirs pour Madame Fanny Dacruz. Elle était toujours gentille. Lorsque vous la dérangez, Madame, voilà, je veux ceci, c'est à l'immédiat qu'elle voudrait bien résoudre tous ces problèmes-là. Notons que Sarah Fanny Dacruz s'était rendue à Rabat au Maroc pour des soins appropriés. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Sa disparition est une perte énorme dans la presse congolaise.
Roby Kainga, votre réaction est chaude par rapport à la liquidation de l'AC. Parce que j'ai entendu ce monsieur parler des commissions de 10% et tout ça, ça me dépasse un tout petit peu. Je n'ai jamais été d'accord avec cette liquidation parce que j'estime qu'il fallait instaurer un dialogue social. C'est vrai, l'AC ça fait des années qu'il y a ce dialogue. L'AC était en difficulté. Les agents de l'AC avaient de 500 mois d'arriérés. Donc c'était devenu impossible. Mais si on avait discuté avec eux, écoutez, nous relançons l'AC, et en relançant le LAC, accepterez-vous de travailler et qu'on puisse les passer l'éponge les mois d'impaiement, je crois que ces gens accepteraient par un dialogue social. Mais on a voulu liquider l'AC pour créer Congo Airways à côté. Donc c'est ça en fait le mal. On aurait dû relancer le LAC. Parce que l'AC a un patrimoine très important. C'est ça, Air Zaïre. Air Zaïre. Oui, devenu ligne aérienne congolaise. Okay. Donc l'AC a un patrimoine dans l'aviation incontestable qui pouvait servir même au Congo Airways. Congo Airways n'a pas un patrimoine. Je suis sûr que là où Congo Airways a même son siège, il loue. Alors qu'en réalité, l'AC a des immeubles qu'on ne pouvait pas louer. On n'a pas fait ce calcul-là. Il y a un manque à gagner énorme. Parce que il y a des commissions. Il y a tout ça. On a voulu créer. Ça, c'est l'œuvre de l'ancien régime. On aurait dû instituer un dialogue social avec les travailleurs de l'AC, voir dans la mesure du possible comment on pouvait appuyer le passif des travailleurs et relancer. Parce que quand la société commence à fonctionner et commence à payer peut-être petit à petit les autres dettes qu'on pouvait avoir, que de créer une autre société, liquider l'AC, renvoyer ces gens-là au chômage, alors qu'ils ont 500 mois d'arriérés, je crois qu'ils choisiraient peut-être de travailler et de laisser passer même 200 mois d'arriérés comme ça, et de continuer à travailler pour survivre. Nous sommes en train d'attaquer, mais nous sommes à la fin de l'année. Comme j'ai un conseiller au ministère de l'économie, cette question m'est venue. Je sais que chaque année, on parle toujours de stock pour qu'on puisse bien fêter l'année et tout ça. Le ministre en a déjà parlé. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix et tout ça, nous sommes déjà le 19 septembre. Qu'est-ce qui est prévu pour la fin de l'année? Comment ça va se passer? Non, madame avait anticipé la question. Okay. Elle a fait des descentes. Nous avons fait des réunions avec les opérateurs économiques pour voir le stock qui était disponible. Est-ce que les stocks pouvaient couvrir la période des festivités? Je pense que de ce côté-là, les Congolais doivent être assurés que le stock va rencontrer l'offre, doit rencontrer la demande. Donc, tout ce qu'ils demanderont, il y en aura parce que nous avons vérifié. Madame, ce n'est pas limité seulement ici. Elle a fait le tour de l'intérieur parce que les gens disent qu'elle est ministre seulement ici à Kinshasa. Elle a été au Katanga, ou là-bas. Elle devait aller aussi au Kasaï oriental. Je crois que pour des raisons de service, elle a été rappelée d'urgence ici. Donc, elle a fait quand même le tour de province. Elle a fait le tour de Kinshasa. Elle a visité les stocks. Je pense qu'il y en a. Donc, tous les grands importateurs, on a visité. Ils ont rassuré que le stock... et nous avons vu que le stock est disponible. Votre réaction par rapport à cette décision de la FEC de ne pas renouveler les élections, parce que on avait annulé cela, le Conseil d'État, je pense, avait annulé la réélection de Yuma, mais eux-mêmes ont refusé. Ils ont dit que ça va créer un désordre dans la structure de FEC et même sur le plan international, il y aura une sorte de désordre. Quelle est votre réaction? Madame, je sais que face à une décision de justice, ce n'est pas un communiqué qui va résoudre. Okay. Lorsqu'il y a une décision de justice qui est rendue, il y a le voie légal qu'il faut suivre. Parce que si vous refusez d'exécuter une décision de justice, vous tombez dans la rébellion. Parce que la rébellion, c'est une infraction. La rébellion en droit, c'est le fait, quand on vous applique, vous refusez d'exécuter une décision de justice, c'est une rébellion aussi. C'est pas seulement la rébellion des prendre des armes. Donc, lorsqu'il y a une décision de justice qui est rendue, moi, je suis avocat conseil de la FEC, je leur dirais, écoutez, il y a de voies légales qu'il faut aussi suivre pour obtenir l'annulation de cette décision. Okay. Mais s'érigeant en rébellion, alors que la justice a rendu une décision, la décision de justice, même si elle ne vous satisfait pas, c'est une vérité légale. Donc, qui doit être appliquée comme telle. C'est une vérité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a terminé avec cette note qui sort vraiment une poussière de secondes. Est-ce que vous avez connu Sarah Fanny Dacouz? Oui, madame, je l'ai connue à la télévision. Je l'ai suivie comme... je n'ai jamais la chance de la rencontrer, mais j'ai suivi plusieurs fois ses présentations de journal. Je pense que c'était une bonne femme, parce que j'ai suivi... en fait, pas une bonne femme, mais c'était une femme intelligente, parce que dans la présentation de ces journaux, il y avait toujours quelque chose à tirer des dents et donc ça faisait toujours plaisir pour la suivre. Je présente aussi mes condoléances à sa famille, surtout quand je vois son enfant. Moi, je n'ai que des filles, donc j'ai très mal.
Très, très, très mal. Sa fille, Sydney, il n'a que quelques mois, 15 mois, si je ne me trompe pas. Elle illuminait la télé avec son sourire, avec sa prestance. Elle était très agréable à suivre sur Digital Congo. Vraiment, Sarah Fanny Dacruz, que ton âme repose en paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je te dédie cette émission parce que tu es une sœur et une consoeur. Vraiment, we love you until we meet again. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir, toujours avec le couvre-feu. À dimanche prochain, Inch'Allah.